Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes exceptionnellement le dimanche, puisque le samedi, on n'avait pas de place sur la grille. Alors voilà, l'émission change un peu de créneau. Je voudrais saluer les invités qui sont autour de la table et aujourd'hui particulièrement nombreuses aussi. Fadila Khattabi, ancienne ministre des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi Susanna Sabino. Alors vous êtes connue parce que vous avez sorti un livre en 2017, Ma vie pour deux. Et vous êtes aussi la compagne de Philippe Croison, l'aventurier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais aussi saluer l'équipe. Caroline Fruchot, chroniqueuse désormais dans l'émission. Bonjour Caroline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Merci aussi d'être là. Mathéo Lamblot, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour à vous aussi, Daisy Brito à la réalisation. Bonjour à tous. Merci, c'est grâce à vous que cette émission peut se tenir parce que vous ouvrez les boutons et puis vous nous permettez de parler aux auditrices et auditeurs toujours plus nombreuses et nombreux. Plus qu'un nom d'émission, c'est aussi une injonction qu'on fait au monde politique, au monde économique, au monde associatif pour que les choses bougent et que les choses changent. Aujourd'hui, on va parler des aidants. En première partie, on va revenir sur votre parcours, Susanna. On va aussi parler avec vous, Fadila Khattabi, des aidants. C'est un sujet en tout cas qui est prégnant dans notre pays. 11 millions de personnes en France accompagnent des personnes en situation de handicap et pour la plupart sont des proches aidants. Donc on va revenir sur ce sujet. On va aussi en deuxième partie recevoir le témoignage de Céline Martinez qui elle-même est maman d'un enfant, d'un jeune homme en situation de handicap et elle nous racontera également son quotidien. Et puis pour la première fois, l'émission se décompose en troisième partie, la troisième partie que vous pourrez découvrir exclusivement en digital. Allez, c'est parti, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Mathéo Lamblot, on va commencer avec vous. Le 3 décembre dernier à l'Assemblée nationale, les députés ont voté un texte qui vise à apporter un peu de répit aux parents d'enfants en situation de handicap, leur permettant d'être indemnisés lorsqu'ils doivent s'absenter lorsque leur enfant est gravement malade. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Alors oui, ce texte prévoit de faciliter la suspension du remboursement d'un crédit sur décision d'un juge ou à accélérer l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Les familles pourront également obtenir la gratuité du stationnement à l'hôpital et bénéficier d'une prise en charge à 100% des séances de psychologue ou de psychomotricien pour leur enfant. Enfin, cette loi simplifie l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale qui permet aux parents de cesser temporairement leur activité si leur enfant est gravement malade ou handicapé. Maintenant, si le couple est séparé, les deux parents pourront prétendre à cette allocation et le texte doit désormais passer aux mains du Sénat. Fadila Khattabi, c'est un texte que vous connaissez, sur lequel vous avez travaillé, vous, à l'époque ? Disons que le sujet a été à plusieurs reprises abordé. C'est vrai que les parents aujourd'hui, quand ils sont confrontés au handicap, sont en grande difficulté. Nous savons que très souvent, ce sont aussi des familles monoparentales et pour la plupart du cas, ce sont des femmes seules avec leur enfant en situation de handicap qui parfois doivent arrêter malheureusement leur travail, leur emploi pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Et donc, elles se mettent également en précarité. Et donc ça, là aussi, je pense qu'il faut véritablement travailler sur ce sujet. Encore est-il qu'il y a quand même une allocation qui a été déjà mise en place pour les proches aidants, pour avoir un peu de répit, etc. Mais nous pouvons aller plus loin. Susanna Sabino, 11 millions de personnes en France accompagnent, je le disais en intro, des personnes qui sont dans le handicap ou dans la maladie. Vous, c'est votre quotidien en tant que femme, en tant que compagne. C'est quoi votre quotidien avec votre compagnon Philippe Croison ? C'est l'accompagner dans sa toilette le matin, les repas, tout ce qu'il ne peut pas faire, je le fais moi. Je pense pour lui aussi beaucoup parce qu'il faut préparer les valises. Comme c'est un monsieur qui est très connu, il bouge énormément, donc ça fait penser à des tas de choses. On est carrément tout le temps en surcharge mentale. Ouais. C'est quoi le quotidien d'une femme et d'une femme aidante ? Alors ça, c'est plus que le quotidien, je veux dire les difficultés que vous rencontrez. La difficulté, c'est justement de ne pas confondre les deux. C'est-à-dire quand on est aidante et femme à la fois, c'est compliqué. Il faut savoir où on met les pieds, savoir si là je suis la femme, si là je suis l'aidante. Et c'est vraiment très très difficile pour beaucoup d'aidants de se retrouver dans son rôle de femme quand on est énormément aidante. On arrive à séparer les deux ? On y arrive, nous.
Ouais. Ceci dit, maintenant, il y a beaucoup d'aides pour Mais les parce que aidants. Philippe Croizon est un homme plein d'humour. Oui, Ouais. mais bon, on a... C'est vrai que ça aide, parce que je pense que pour lui, il doit y avoir un peu de gênance là-dessus. De gêne, pardon. Non. Gênance, c'est les jeunes qui disent ça. Non, on est comme tous les couples, hein. On a nos difficultés liées au couple, et puis après on a aussi la difficulté liée à l'aidance. Donc on essaye d'équilibrer tout ça. C'est pas toujours évident. On y arrive. Et pour ma part, moi j'ai appris que j'étais aidante bien tard. Ça fait 19 ans que je suis avec Philippe et je le sais depuis 2017. Donc il n'y a pas si longtemps Parce que que ça. vous étiez quoi pour lui avant? Enfin, même pour vous? J'étais sa compagne. Ouais. Donc je connaissais pas tous ces mots qu'ont les aidants en fait. J'avais des problèmes de santé, mais je savais pas que c'était lié à l'aidance. L'espérance de vie, j'ai vu ça, c'est fou, c'est 15 ans en moins pour une personne qui est aidant familial. Ouais, il faut que je me dépêche parce que j'ai 15 ans en moins. Elle a de l'humour aussi. Oui, Et elle en manque justement, pas. il faut réussir à prendre du temps pour soi aussi. Exactement. Et de séparer un peu Et les c'est deux. ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je délègue aussi parce que il le faut à un moment donné, il faut aussi penser à soi parce que mon corps est en train de lâcher, j'ai beaucoup de problèmes de santé et il faut le déléguer à d'autres personnes qui sont là et qui sont capables de nous relayer. Le droit au répit. Le droit au répit qui est très important. très important. C'est d'ailleurs la première chose que demande un aidant, c'est d'avoir du répit. Et D'avoir comment un peu de repos. comment ça se manifeste au quotidien, le droit au répit? Enfin, sur une semaine, je présume, c'est quoi? C'est un jour off? Alors il y a plein de... Chérie, aujourd'hui, je suis plus ta Plusieurs femme. dispositifs. Voilà, il y a plusieurs dispositifs. Il y a Des le aides chômage, pour des la accueils maison, de ouais. jour, Des des accueils temporaires. Exactement. Et il y a les maisons aussi du répit qui aujourd'hui accueillent, mais il n'y en a pas assez. Le problème, c'est que ça reste toujours très peu. Les maisons du répit accueillent toute la famille de façon à ce que toute la famille soit en vacances et la personne qui a un handicap est prise en charge par une équipe médicale. Fadila Khattabi, vous, quand vous étiez ministre des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, quelle est la place que vous avez pu donner aux aidants qui, on le voit très souvent, sont en souffrance parce qu'ils ont l'impression d'être étouffés par le temps qu'ils consacrent à ça? On a lancé quand même, il y a eu déjà pour les aidants une première stratégie, 2020-2022, et ensuite nous avons lancé l'an dernier une deuxième stratégie pour augmenter justement le nombre de places, le nombre de solutions de répit, parce que c'est ce qui est demandé. Également, malheureusement, il y a eu aussi le drame de Winsenheim, où je me suis exprimée, beaucoup de familles s'étaient inquiétées en disant vous allez remettre en question, en cause les vacances adaptées, organisées. Pas du tout, parce que là aussi, c'est aussi une solution et ça permet aux familles justement de pouvoir aussi se reposer et d'avoir un break. On peut partir bien sûr en vacances avec la personne en situation de handicap, mais parfois les familles aussi, avec le reste de la fratrie, souhaitent partir un petit peu seules pour faire d'autres activités. Donc là aussi, c'était extrêmement important. Donc il y a des solutions en augmentant notamment le nombre de places, et c'est ce qui est prévu, à peu près 5000 places supplémentaires, parce qu'il y a bien sûr les personnes en situation de handicap, mais nous sommes aussi un pays qui vieillit, et nous avons aussi beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie, et donc ce sont aussi les aidants qui s'occupent des personnes âgées. Alors je vous posais une question un peu provoque, parce que finalement vous avez été la 3e ministre déléguée en charge du handicap sur le second mandat d'Emmanuel Macron. Il y a eu Charlotte Parmentier-Lecocq. On attend encore de voir ce que va nous réserver ce nouveau gouvernement. Les grandes priorités, notamment sur les aidants, selon vous, comment ça peut tenir? Est-ce que ces sujets vont rester sur la table ou c'est quelque chose qui, à chaque fois, on a besoin de rééduquer les ministres en poste? Non, franchement, j'ai pu échanger avec également Charlotte Parmentier-Lecocq et Paul Christophe. Ce sont des sujets qui font en plus consensus. Ministre des Solidarités, Paul Christophe sur le gouvernement Barnier. Tout à fait. Ce sont des sujets qui font consensus et extrêmement importants. J'allais dire, les attentes sont énormes. À chaque fois que j'étais sur le terrain, j'étais interpellée sur cette question des aidants et je ne vois pas véritablement de recul. Déjà, en plus, moi, à titre personnel, j'avais déjà lancé, par exemple, les 50 000 solutions, l'augmentation du nombre de places, et donc les choses, j'allais dire, automatiquement continuent. Sauf que, effectivement, quand il y a un remaniement, on a le sentiment, il faut recommencer. Mais les choses sont déjà lancées. Justement, si on reprend ce remaniement, vous avez été débarqué un peu violemment juste après les Jeux. Le gouvernement Barnier est arrivé.
les personnes en situation de handicap et les associations se sont insurgées vent debout sur le fait qu'il n'y ait pas de portefeuille délégué au handicap. On nous a dit que c'était Paul Christophe qui avait en tout cas la charge de ce portefeuille, mais ça n'était pas indiqué clairement dans sa nomenclature de ministère en tant que ministre des Solidarités. Vous n'avez pas trouvé ça un peu violent de votre point de vue ? Moi, personnellement, j'ai terminé ma mission de ministre sur une très très belle séquence. Ce sont les Jeux paralympiques. Vraiment, on a vécu des moments extraordinaires. On reviendra dessus juste après la pub. Après, effectivement, quand j'ai transmis le témoin à Paul Christophe, au ministre des Solidarités, j'étais pas particulièrement inquiète parce que il était déjà très investi, très impliqué sur les questions du handicap. Il a fait, en tant que parlementaire, il a mené beaucoup de travaux. Et donc, j'étais pas inquiète. Sauf que les personnes, effectivement, l'écosystème s'est inquiété. Tout comme il s'est inquiété en janvier, après le remaniement, lorsque ils ont constaté que mon portefeuille était élargi au ministre des Personnes âgées. Et beaucoup m'ont dit, Madame la ministre, vous allez... c'est vrai que ça peut paraître être une confusion des genres. Hein. Oui, mais moi, je leur ai dit, écoutez... C'est un très beau portefeuille sur l'autonomie et en plus, quand on fait avancer la cause des personnes en situation de handicap et la cause des personnes âgées, je veux dire, on remet encore plus de dynamique dans les mesures à prendre, dans l'action politique, dans la mesure où il y a beaucoup de sujets qui sont transversaux. Et donc j'ai dû rassurer l'écosystème quand on parle de la lutte contre les maltraitances, quand on parle de l'attractivité des métiers, quand on parle de l'aidance. Et donc ce sont des sujets, j'allais dire, vraiment communs, transversaux. Donc il faut les faire avancer ensemble. On revient là-dessus juste après la pub. Vous êtes bien sur Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Sud Radio, faut que ça change. Vous êtes bien toujours là et nous aussi avec Fadila Khattabi, ancienne ministre des Personnes handicapées et des Personnes âgées. Nous sommes aussi avec Susanna Sabino qui a publié un livre en 2017, Ma vie pour deux, et également connue pour être la compagne de Philippe Croison, cet aventurier sportif entrepreneur qu'on recevra la semaine prochaine. Du coup, voilà, on va faire une pierre de coups. On a également Caroline Fruchot autour de la table, chroniqueuse dans l'émission, et puis Mathéo Lamblot qui nous a expliqué tout à l'heure ce qui s'était voté la semaine dernière, et puis toujours Desi Brito à la réalisation. Allez, Sud Radio, ça continue, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Caroline Fruchot, vous aviez une question à poser à Fadila Khattabi. Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir quel héritage des Jeux est-ce qu'on a aujourd'hui, parce que je vois, quand je me déplace au quotidien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant les Jeux, où tous les transports, c'était génial, tout fonctionnait vraiment très bien, on n'avait aucun problème d'ascenseur. Là, aujourd'hui, on se rend compte que la vie, elle est quand même revenue à ce qu'elle était avant les Jeux, et savoir quel héritage est-ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'héritage, c'est aux concitoyens justement de s'approprier, de se bouger. Je fais confiance à l'écosystème qui est toujours très très mobilisé pour continuer justement à sensibiliser toutes les Françaises et les Français, parce que nous avons effectivement enclenché une certaine dynamique, notamment par exemple sur l'accessibilité, mais il faut aller encore plus loin pour que ça ne fasse pas pchit. Donc il faut en parler. Il y a des problématiques d'accessibilité. Il faut poursuivre aussi sur l'insertion professionnelle, puisque le regard change, puisqu'on a été au contact effectivement des personnes en situation de handicap. On a vu beaucoup de parasportifs qui nous ont émerveillés, etc. Donc il faut pouvoir justement profiter de cela, de cette réussite-là, favoriser aussi, je le dis très souvent, l'école, parce que si on veut changer le regard, c'est pas pour changer le regard, c'est surtout pour changer la vie des personnes. En fait, les personnes, elles attendent qu'on change leur vie et surtout qu'on la facilite. Oui, parce que nous, ce qu'on disait la dernière fois dans une autre émission, c'est qu'en fait, on n'est pas en situation de handicap que 15 jours tous les 100 ans. En réalité, nous, notre vie, notre situation de handicap, elle est tous les jours, toutes les minutes et toutes les secondes. Et donc là, actuellement, par exemple, pour une personne qui veut aller faire du sport, par exemple, elle peut très bien mettre 1h30 pour aller faire du sport. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour aller jouer au basket. Et c'est inconcevable pour une personne valide. On accepte énormément de choses, nous, personnes en situation de handicap. Il n'y a même pas la moitié des Français qui accepteraient, la moitié des personnes valides qui accepteraient de faire ce que nous, on endure. La fameuse résilience. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'ils font preuve de beaucoup de résilience. Et sur l'accessibilité, il y a eu quand même vraiment, on a mis... suite à la conférence nationale du handicap, 1,5 milliard là-dessus pour rendre accessibles les gares, les bâtiments d'État, les bâtiments des collectivités territoriales. Il y a une dynamique qui est enclenchée. D'ailleurs, le fonds territorial d'accessibilité, ça ne fonctionne pas.
Écoutez, en tous les cas, l'État est au rendez-vous. Je rappelle, c'était une aide de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, vous pouvez vous faire accompagner si vous avez un ERP dans un établissement recevant du public de 5e catégorie, pour pouvoir rendre accessible votre établissement au public. Et ça ne marche pas, visiblement. Et pourtant, nous sommes allés partout avec Olivia Grégoire, l'ancienne ministre, qui était vraiment, qui a aussi lancé en charge des entreprises et du commerce, pour sensibiliser les chefs d'entreprise. C'est ce que je dis très souvent. Le handicap, c'est pas que l'affaire de la ministre, c'est aussi l'affaire de toute la société. Mais n'y avait-il là un problème de fléchage? Est-ce que finalement le Front territorial, il était peut-être pas assez ouvert? Mais c'est 300 millions d'euros. C'est énormément d'argent. C'est énormément, c'est inédit, jamais. Et l'État accompagne, y compris les cabinets médicaux, l'État accompagne la mise en accessibilité à hauteur de 50% avec un plafond de 20 000 euros. Donc vous faites 40 000 euros de travaux, vous avez 20 000 euros pris en charge par l'État. Donc ça n'est pas normal aujourd'hui que les personnes justement qui sont en fauteuil ne puissent pas aller acheter leur pain, aller chez le coiffeur. Aujourd'hui, demain, en 2025, ça fera 20 ans que la loi sur le handicap est passée. Et vous savez... Et on en est où? Est-ce qu'il y a des réels progrès qui ont été faits? Pourquoi est-ce que tant de bâtiments sont encore inaccessibles? Moi, honnêtement, j'en ai marre de devoir appeler à chaque fois pour savoir si l'établissement dans lequel je veux aller est accessible. C'est super mal indiqué sur les sites internet. Qu'est-ce qui est fait? Pourquoi est-ce qu'en 20 ans, ça n'a pas été plus poussé, justement? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, 20 ans après, c'est toujours la galère? Et qu'est-ce qui est prévu d'être fait, justement, pour éviter que ça soit toujours galère, quoi? Justement, là, vraiment, l'État qui se mobilise sur le 1,5 milliard, je vous dis, sur la table pour la mise en conformité des bâtiments. Il y a des bâtiments pour lesquels ça pose problème, mais pour d'autres, non. Quand je vois, par exemple, un médecin, parfois, le maire est très heureux d'accueillir un médecin, sauf qu'il est installé dans un cabinet qui, lui, n'est pas accessible. Enfin, c'est une hérésie. Je veux dire, à partir du moment où, en plus, on a une population qui vieillit, on a beaucoup de personnes âgées, installer un médecin... Parce que l'accessibilité, c'est pas que pour les personnes en fauteuil. Clairement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et quand on facilite justement l'accessibilité, on facilite la vie de tous nos concitoyens. Justement, je voudrais qu'on accueille notre témoin du jour. Elle s'appelle Céline Martinez. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes maman de 3 enfants, dont votre dernier qui a 15 ans, qui est porteur d'un handicap psychique et physique. Justement, la question de l'accessibilité, vous portez quel regard dessus? Alors, justement, jusqu'à présent, et je tiens à faire cette distinction, quand on parle des personnes porteuses de handicap, on ne fait pas la distinction entre handicap physique et handicap psychique. Psychique ou sensoriel. Ou alors les deux en même temps. Et moi, je cumule tout parce qu'il est atteint d'une des maladies rares les plus graves sur les 8000 répertoriées dans le monde. Donc, je suis vraiment au cœur du réacteur. Je peux vous demander ce que c'est ou... Ça s'appelle le syndrome... Non, c'est le syndrome de Prader-Willi, c'est le chromosome 15 qui est abîmé. Et il se trouve qu'il y a un profil autistique avec le fait qu'il a tout le temps envie de manger. Donc, il faut conduire... Oui, mais c'est vraiment très très grave. Ouais. Donc on a une serrure électronique à la cuisine, et évoluer dans la ville par rapport au restaurant, par rapport aux boutiques qui vendent de la nourriture, etc. Ça m'amène dans des situations complexes. Ouais. Et d'autre part, il a de l'hypotonie, c'est-à-dire qu'il a des muscles qui sont assez faibles, un défaut d'attention, donc il va traverser la route quand il a envie, n'est-ce pas, sans filtre. Sans tenir compte du danger. Voilà. Ouais. Et d'autre part, il aura toujours un vécu des émotions qui sera celui d'un enfant de 2 ans à vie. D'accord. C'est-à-dire que quand il est vraiment pas content, il se met très en colère, il va donner des coups de pied, il va s'énerver, etc. Bon, moi, ce que j'ai fait dans ma ville, et j'entends beaucoup, j'aime beaucoup le discours des politiques qui disent il faut changer de regard, qui ont beaucoup aidé pendant les Jeux Olympiques à ce que justement l'affichage rende naturel le fait de vivre avec des êtres qui sont particulièrement différents, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça va être visible. Ou alors, quand on dit le mot handicapé, dans nos têtes, on a des petites chaises roulantes qui se mettent à tourner. Mais ça peut être vraiment autre chose. Et donc, pour lui, vous avez le rôle de mère aidante, du coup. C'est le sujet un peu qui nous anime aujourd'hui. Absolument, et c'est vrai que c'est un mot très organisateur. Parce que avant d'être aidant, on est une femme, un homme, une mère, un père, un frère, une soeur. Il faut pas oublier les jeunes aidants.
En Ouais. plus, il y en a 500 000 à peu près en France. Ça fait 2 par Beaucoup classe. d'étudiants. Beaucoup d'étudiants, 17%. Donc, c'est que ça, comme vous disiez, j'entendais au début le terme d'assignation. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Par contre, Oui, pour on peut Susanna, choisir- qui finalement s'est rendu compte au bout de 19 ans qu'elle était Il est dans- Voilà. intelligente. parce que souvent, il y en a qui sont dans le déni de ce mot. Ils disent non, Ouais. moi, par valeur judéo-chrétienne ou spirituelle ou autre, on va dire non, moi je suis aimante. Donc je suis un aimant, je suis. Ah, donc il auprès n'y a de qu'une mon lettre qui proche. change. Mais ce qu'ils ne considèrent pas, Ouais. et surtout par exemple chez l'enfant, c'est la définition simple, c'est être un aidant, c'est un proche, virgule, non professionnel. Il n'est pas formé à mener des soins qui peuvent être quelquefois très intrusifs, quand on fait des piqûres, quand on remet des respirateurs la nuit, ou moi par exemple au niveau psychique, gérer c'est pas des troubles de l'humeur, c'est des troubles du comportement, avec des comportements défis. Quand on a un enfant autiste qui vous frappe toute la journée, pas plus tard que cette nuit, bon, il faut encaisser. Et donc, c'est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement et d'un regard extérieur qui puisse soutenir. Fadila El-Khattabi dit reconnaissance. C'est aussi madame, je me permets, à travers votre témoignage, vous avez aussi souligné toutes les compétences acquises au moment de l'accompagnement justement de la personne. Et ça, c'est ce qui a été prévu à travers justement la loi plein emploi, c'est de reconnaître ses compétences, les faire valider, parce que effectivement, vous finissez par faire certaines piqûres, certains gestes professionnels qui méritent aussi d'être reconnus. La crise sanitaire, effectivement. On sait que les aidants, je vais sortir un chiffre fort, mais les aidants font faire 11 milliards d'économies au système de sécurité français parce que nous sommes le clé de voûte. Et c'est vrai que reconnaître ce chiffre, je peux imaginer que ce n'est pas évident pour le gouvernement. En tout cas, sur les territoires, les gens font beaucoup. Et ce que je voudrais dire là à la radio, c'est que les aidants osent aller voir leurs élus en mairie et dire ce qui se passe. Parce que tant qu'ils ne diront pas, parce qu'ils se taisent par dignité, ou par épuisement, eh bien, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, on va pas forcément organiser ce dont ils ont besoin. Or, là, ils ont besoin d'être soutenus pour ne pas être stigmatisés dans l'entreprise. Voilà. Libérer la parole. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Susanna? Libérer la parole? Je suis tout à fait d'accord. Oui, bien sûr, il faut libérer la parole. Il ne faut pas hésiter une seconde à dire les choses, à mettre les mots justes sur les mots MAUX si on veut faire avancer les choses. Tout à fait. Et chercher de l'aide pour justement tenir le plus possible, puisque comme on disait, ça fait faire quand même beaucoup d'économies à l'État, mais si nous on ne tient plus, la personne qui est elle aidée, en fait ne tiendra pas non plus, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté Sud Radio, faut que ça change. Merci Céline d'avoir témoigné. Puis à la semaine prochaine sur Sud Radio, faut que ça change.